Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le point lecture du mois de juin. Alors j'aurais aimé le tourner comme ces dernières vidéos en forêt ou dans un endroit un peu enfin un endroit extérieur, sauf que il y a un vent pas possible, donc c'est pas au niveau du son ce serait pas du tout possible. J'ai donc trouvé un moyen de filmer chez mes parents. La dernière bibliothèque qui reste, les deux autres sont vides, c'est ma palle. Voilà, c'est plein, c'est 2 niveaux, tout va bien. Ça va pas tarder à partir en carton aussi, mais pour le moment, c'est la dernière étagère qui reste et qui est pas encore sous carton. Donc j'espère qu'on n'entendra pas trop les bruits extérieurs ou de cuisine, enfin bref, tout ça. Mais avec le vent dehors, c'était juste pas possible. Donc voilà, tant pis, on n'a pas le joli décor, mais bon, bah on fait avec. Le mois dernier, j'ai lu 15 livres. Il y en a 5 que je n'ai pas sur moi parce que ce sont des emprunts que j'ai rendus ou que j'ai lus en e-book. Donc je vais commencer par cela. Donc tout d'abord, j'ai lu L'ombre de Jack de Gaël Manier. Donc c'est une nouvelle que j'ai beaucoup aimée. Ça se passe à l'époque de Jack l'Éventreur et on y suit un jeune homme qui a été élevé par des nonnes et qui, arrivé à un certain âge, doit quitter le couvent. Et on va le suivre en fait cette première nuit où il quitte le couvent et où il fait des rencontres. C'est très court. C'est assez sombre. En fait, on a vraiment l'impression d'être dans l'ambiance de l'époque et j'ai adoré ça. J'ai eu l'impression de découvrir un aspect très sombre et très glauque des rues londoniennes à travers les yeux du personnage principal. J'ai aimé la manière dont ça se mêlait à l'histoire de Jack l'Éventreur sous le regard complètement naïf du personnage principal qui découvre en fait ce Londres en dehors de l'environnement surprotégé dans lequel il a grandi et j'ai trouvé ça extrêmement bien écrit. En à peine quelques pages on s'attache vachement au personnage, donc j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est une très bonne manière de découvrir la plume de Gaël Manier si vous ne connaissez pas encore. Elle a aussi écrit La Dramaturge et Les Tribulations d'une princesse féerique. Si ça vous intéresse, moi je les ai tous les deux adorés. Ensuite j'ai lu 2 BD, La charge émotionnelle et Un autre regard de Emma. Donc Emma c'est une femme qui fait des BD, moi je l'ai suivie, j'ai commencé à la suivre sur Facebook à la base. Et elle fait des BD, enfin des planches de BD en fait sur l'actualité ou des petites choses du quotidien. En fait, il va y avoir des actions, des choses dont elle va être témoin et qui vont la faire réagir et elle écrit dessus. Donc elle aborde plein de sujets et de thèmes différents et notamment des thèmes extrêmement actuels. Donc je trouve ces BD super intéressantes, il y a vraiment un fort côté féministe. Mais de manière très abordable en fait, le fait que ce soit sous forme de planche. Donc le dessin est assez simple mais j'accroche beaucoup. C'est dommage, je les ai pas là, je peux pas vous les montrer, mais c'est une BD enfin c'est 2 BD que j'ai vraiment beaucoup aimé et dont vous pouvez retrouver les planches sur Facebook ou sur Instagram si vous voulez les découvrir et voir un petit peu le style. Mais en gros, chaque fois qu'il y a quelque chose d'actualité, elle en parle et ça permet en fait de dégrossir un peu certaines grosses idées, certaines choses, de les aborder de manière un peu plus simple, plus claire et de les expliquer. En fait, elle a une manière d'expliquer les choses et d'en arriver à certaines conclusions de manière vraiment simple et évidente. Donc il y a une logique dans la manière dont elle amène les choses qui fait que à la fin on est obligé de... Enfin on est obligé. C'est difficile de ne pas se sentir concerné par le sujet ou au moins d'y être un peu plus sensibilisé. Ensuite j'ai lu Toi ma maman à l'infini de Kelwan et Jérémy Parégy. Donc c'est une BD encore une fois. C'est une BD que j'ai empruntée à ma soeur. Donc les BD Emma aussi je les ai empruntées à ma soeur. Et celle-ci, alors je l'ai pas empruntée à ma soeur, je l'ai empruntée à mon neveu. Apparemment il y a quelques semaines ils ont eu un peu carte blanche. Enfin mes 2 neveux donc ont eu carte blanche pour choisir des livres à la librairie et mon neveu de 5 ans a choisi cette BD, donc Toi ma maman à l'infini, et j'adorerais pouvoir vous la montrer parce que les planches sont vraiment magnifiques, c'est très très beau et ça m'a beaucoup touchée et j'ai été impressionnée en fait j'ai été aussi touchée que mon neveu de lui-même choisisse ce livre. C'est un livre qui a des illustrations
très très belle et qui présente une certaine diversité, enfin beaucoup de diversité, et j'ai trouvé ça très beau et je pense que c'est vraiment le genre de BD de diversité qu'il faut que les enfants voient dès leur plus jeune âge. Donc j'ai vraiment adoré trouver cette BD chez ma sœur, choisie par mon neveu, et j'ai trouvé le message en fait par rapport à la maternité, par rapport au rôle de maman, très très beau. Je vous encourage à aller jeter un coup d'œil à la BD si vous avez l'occasion. Ensuite, j'ai lu en e-book La Cité des Chimères de Vania Pratt, donc paru chez les éditions Snag. Donc c'est un des finalistes du PLIP 2020. Donc je vais pas trop en parler ici parce que je ferai une vidéo spécifiquement pour en parler. Mais globalement, je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé ma lecture. On y suit, en fait on est dans un Londres post-apocalyptique où la vie s'est reconstruite. Donc on est dans une dystopie post-apocalyptique, enfin c'est un peu... ça mélange un peu le côté dystopique et post-apocalypse. Mais on est dans un Londres du coup qui s'est reconstruit, qui fonctionne. Mais on ne sait pas pourquoi il y a eu une apocalypse, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Les seuls qui s'approchent un petit peu de cette vérité, qui savent un petit peu, ce sont les immergents, parce que ce sont eux qui ont accès aux livres de l'ancien temps. On va donc suivre Céleste qui à 17 ans devient immergente et donc du coup commence à étudier ses livres. Donc c'est beaucoup plus vaste que ça. L'univers est super intéressant, je l'ai trouvé super beau, très en lien avec la nature, donc du coup c'est quelque chose qui me touche beaucoup, et très en lien avec sa nature profonde aussi. Donc ce sont vraiment des éléments que j'ai beaucoup apprécié, beaucoup aimé et que j'ai trouvé très intéressant. Je me suis vraiment laissée porter par l'histoire, je l'ai lu assez rapidement. Il m'a manqué un tout petit quelque chose pour que ce soit un coup de cœur, et je pense que c'est parce que je me suis pas forcément attachée plus que ça à l'héroïne, à Céleste, mais en dehors de ça, voilà, on n'était vraiment pas loin du coup de cœur. Je vous fais très bientôt un avis lecture spécifiquement sur ce livre, puisqu'il fait partie des 5 finalistes du PLIP 2020. Ensuite, en début de mois, j'ai lu Le Fracas du silence de Fabien Fernandez, donc sorti aux éditions Scrinéo. Et dans ce livre, on va suivre Tyril, qui est atteinte d'aphasie partielle depuis un accident de voiture. L'aphasie partielle, qu'est-ce que c'est? C'est qu'elle a du mal à s'exprimer, les mots bloquent, elle ne peut pas parler comme elle veut, elle ne peut pas exprimer les idées qu'elle veut. Alors, l'auteur explique bien qu'il y a beaucoup de différentes formes d'aphasie, donc il en a choisi une en particulier par rapport à son personnage, mais il y a d'autres formes. Donc on va suivre ce personnage de Tyril qui vit avec cette aphasie, qui a complètement changé sa vie, et on va la voir vraiment galérer avec en fait, puisque buter sur les mots, notamment quand à la base on écrit des chansons et que son rêve c'est la musique, c'est très compliqué, et on voit du coup toute la manière dont sa vie a changé depuis, tout l'impact que la maladie a eu sur sa vie, sur ses relations avec les autres, mais aussi sur ses relations avec elle-même, puisque elle a du mal à accepter, puis à accepter ce qu'elle est devenue. Et donc on va voir toute cette évolution, et on va voir comment la musique va avoir un impact dessus, et comment ça va l'aider à avancer dans sa vie, mais aussi comment Amena va l'aider. Donc Amena, c'est une fille qui fréquente le même lycée qu'elle, la même classe qu'elle, mais avec qui elle n'avait jamais vraiment parlé avant ça. Amena vient de Syrie, elle a fui la guerre et elle a vécu des choses très difficiles, et en fait elle a débarqué dans un pays où elle ne parle pas la langue. Donc elles ont toutes les deux en fait cet obstacle du langage, de la manière de s'exprimer, et donc cette rencontre entre Tyril et Amena va beaucoup changer les choses pour Tyril, puisque ça va l'amener à voir les choses d'un autre point de vue. J'ai trouvé ça très beau, c'était très intéressant puisque je ne connaissais pas du tout l'aphasie, et j'ai trouvé ça très intéressant du coup d'avoir un livre qui expliquait comment les gens vivent avec cet handicap, ce qu'il représente et comment ça fonctionne. Donc j'ai trouvé ça très beau et très touchant. Donc, vraiment les personnages étaient très touchants, que ce soit Tyril ou Amena, j'ai été vraiment très émue par leurs histoires et par la manière dont du coup elles interagissent ensemble et dont elles évoluent ensemble. Ensuite, j'ai lu Jake et Noah, La Traversée, donc le tome 1 de la saga de Erika Boyer et Eleanor Kristen. Donc c'est illustré. Hop, je sais pas si je peux montrer. Non, oui. Donc Erika Boyer a écrit et Eleanor Kristen a illustré, pardon.
le livre. C'est très court, c'est une nouvelle, c'est aussi très beau. On a le temps de s'attacher aux personnages de Jake et de Noah en à peine quelques pages. Et alors je vous en ai déjà parlé dans le book haul, mais on va donc les suivre. Donc tous les deux sont menteurs, tricheurs, voleurs, voilà, des personnes pas forcément les plus honnêtes au monde. Et ils vont se faire embaucher pour une traversée où ils doivent accompagner en fait un colis qui doit arriver d'abord en Espagne puis en Italie, je crois. En tout cas, le premier arrêt, c'est l'Espagne. Et on va donc les suivre, avoir leur rencontre et leur relation qui se met en place dans ce premier tome. Et j'ai vraiment adoré. Donc c'est de l'action. Et donc ça va très vite et c'est très beau. J'ai ensuite lu Sherlock Holmes et les démons marins du Sussex de James Lovegrove. Donc c'est le tome 3 des dossiers Cthulhu. Donc comme vous voyez, il brille beaucoup. Il est très très beau. Il y a même une tranche dorée. Et des pages vraiment très très belles. Donc l'objet de livre est super beau, les pages sont super agréables. Et oui, vous m'avez vu le sentir, donc ils sont très bons. Donc dedans, en fait, on va suivre les personnages de Sherlock Holmes et Watson, mais dans l'univers, enfin, en gros, l'univers de Sherlock Holmes et celui de Lovecraft sont mélangés, ils sont liés. Et j'ai trouvé ça super original. En plus, l'écriture est extrêmement agréable puisque du coup, ça se lit tout seul. J'ai vraiment été prise dedans et j'ai aimé retrouver la relation et les traits caractéristiques de personnalité de Sherlock et de Watson. Et pour moi, ça a été une découverte de l'univers de Lovecraft puisqu'en fait, je connais l'univers de loin. Mais je connaissais pas plus que ça, je n'avais pas de détails. Voilà, donc j'ai pu découvrir un peu plus dedans. C'est le tome 3, mais il se lit complètement indépendamment des autres, puisque je n'avais pas lu le tome 1 et le tome 2, et que j'ai très bien compris l'histoire pour autant. Mais j'avoue que du coup j'ai envie de lire les deux premiers tomes maintenant, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc pour l'histoire, dans ce tome 3, on va suivre Sherlock et Watson une fois... Enfin, 20 ans ou 10 ans après qu'ils aient pris leur retraite, mais qui continuent, en fait ils continuent de lutter contre leur ennemi et ils vont se retrouver à croiser des démons marins et Cthulhu et d'autres monstres de l'univers de Lovecraft, et ils vont retrouver des ennemis qu'ils avaient déjà dans les tomes précédents. Donc, comme je disais, j'ai vraiment adoré retrouver les personnages de Sherlock Holmes dans un contexte complètement différent. Je me suis donc vraiment laissée porter par ma lecture. L'écriture est hyper fluide, hyper agréable, ça se lit tout seul. Et en plus, on retrouve avec plaisir la personnalité de Sherlock et celle de Watson. Donc j'ai vraiment adoré. J'ai aussi lu ce mois-ci Il était une plume du collectif des plumes indépendantes. Dans ce recueil de nouvelles, on va avoir des nouvelles sur le thème de la plume et il y en a de tout genre. Toutes les interprétations autour du concept de la plume sont présentes et j'ai beaucoup aimé voir comment chaque auteur percevait les choses différemment et nous les présentait différemment. C'est aussi un très bon moyen de découvrir la plume des auteurs. Pour ma part, je connaissais déjà la plume de certains auteurs, donc par exemple Erika Boyer, Tia Wolf, que je connaissais déjà et j'ai adoré retrouver leurs nouvelles. Mais il y en a aussi d'autres que j'ai découverts et que j'aime beaucoup. Donc je vous en ai déjà parlé aussi dans le book haul, mais je vous remettrai tous les noms des auteurs en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir. Et je trouve que c'est un bon moyen de découvrir si une plume va vous plaire ou non. Donc Il était une plume est un très beau recueil pour ça. Et pour moi qui de toute façon adore le symbole de la plume, j'ai adoré en voir plein d'interprétations différentes. Ensuite, j'ai lu Nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar. Alors ce livre, je l'ai dans ma palle depuis le lycée. En seconde, on nous avait demandé d'acheter un recueil de nouvelles parmi une liste et de lire une nouvelle parmi toutes celles qu'il y avait. Donc c'est ce que j'avais fait et j'avais jamais lu la suite. Et là, après avoir vu le point lecture de Justine de Red Blue Moon, je me suis dit qu'il était largement temps que je le sorte de ma palle et je l'ai donc lu et je l'ai dévoré. Donc c'est plein de contes, donc ça se passe de la Chine à la Grèce, des Balkans au Japon. Ce sont des contes que Marguerite Yourcenar a écrit. Sa plume est très belle, il y a quelque chose de très poétique dedans. Et beaucoup de messages cachés un peu partout dans tous ces contes. Et je pense que chaque personne doit interpréter ça de manière très différente.
parce qu'il y a beaucoup de subtilité, je trouve, et surtout c'est très beau et ça fait voyager. J'ai aussi emprunté à ma sœur Tout ce que je vous dois de Virginia Woolf. Alors en fait c'est un recueil de lettres qu'elle a envoyé à des amis à elle. Donc Virginia Woolf c'est une figure féministe qui est quand même très connue, mais pour ma part je n'avais encore jamais rien lu de ce qu'elle avait écrit. Et j'ai trouvé que c'était une plutôt bonne idée de commencer par ses correspondances, puisque ça donne une idée de son caractère, de sa personnalité, de qui elle était, et de comment elle échangeait en fait avec ses proches, en dehors du fait d'écrire un roman, voir comment elle communique avec ses amis. J'ai trouvé ça très intéressant, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé ce qui ressortait de sa personnalité et surtout sa plume qui est vraiment particulière, puisque c'est une femme qui se laisse porter par ses idées et par ses pensées, et elle a tendance à digresser un peu, elle s'éloigne du sujet, puis des fois elle oublie d'y revenir, des fois elle y revient, elle part vraiment dans ses pensées et elle écrit ça tel quel, et je trouve ça vraiment... Alors moi c'est le genre de choses que j'aime bien en fait, j'aime me laisser porter par la plume sans vraiment savoir où on va et sans se dire que l'on va forcément quelque part. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant, mais je pense que c'est pas mal de commencer par ce genre de recueil pour découvrir un petit peu sa plume, puisque juste après j'ai enchaîné avec Une chambre à soi, et pour le coup je pense que si je n'avais pas été préparée à lire tout le livre avec ce type d'écriture, ça m'aurait peut-être un peu bloqué ou freiné au début, alors que là, vu que je savais à quoi m'attendre, ça ne m'a pas du tout dérangé. Donc dans Une chambre à soi, qui est probablement le livre de Virginia Woolf dont j'ai le plus entendu parler, on lui a demandé d'écrire, de s'exprimer à propos des femmes et du roman. Et à partir de cette question, elle va commencer à réfléchir vraiment au lien entre les femmes et l'écriture. Pourquoi est-ce que... alors déjà... est-ce que beaucoup de femmes écrivent? Depuis quand? Depuis quand est-ce qu'on peut les retrouver dans la littérature? Et pourquoi est-ce que du coup elles sont beaucoup moins présentes que les hommes? Pourquoi la plupart des femmes devaient se cacher sous un pseudonyme masculin pour écrire? Et qu'est-ce qu'on peut retrouver au niveau... Donc en fait de fil en aiguille, elle se perd dans ses pensées, mais ses pensées finissent par la mener à des recherches sur l'histoire des femmes et de la littérature. Et elle se rend compte que il n'y a pas grand chose et que les seules choses qui ont été écrites sur les femmes dans l'histoire, c'est écrit par des hommes, donc vraiment c'est des points de vue très biaisés, et elle se laisse porter par ces réflexions qui sont vraiment super intéressantes et qui sont pourtant finalement très logiques, et qui en fait on suit vraiment l'avancée de son raisonnement tel qu'il se construit. Et à partir de quoi, elle nous explique à partir de quoi elle construit ce raisonnement, et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant, et le message féministe dedans est très clair. Je vous invite vraiment à découvrir ce livre. Alors bien sûr il faut se préparer à avoir un style d'écriture vraiment particulier, mais si vous vous accrochez un petit peu, je suis sûre que ça peut vous plaire, parce que vraiment le message est très intéressant, et la manière dont elle amène les choses fait que on a vraiment une argumentation qui est construite au fur et à mesure de la réflexion qui se fait. Ce mois-ci, j'ai aussi lu Je m'en bats le clito de Camille, que l'on m'a offert pour mon anniversaire le mois dernier. Donc c'est plein de petites punchlines là comme ça, illustrées, avec aussi des pages avec plus d'informations, des dates clés, des éléments clés, des événements. C'est plutôt intéressant, c'est sympathique, ça permet de rentrer dans le sujet du féminisme par une porte différente, peut-être qui paraît un peu moins sérieuse, peut-être un peu moins effrayante de l'extérieur, puisque tout est dit avec un certain humour, mais quand même, de manière en fait très directe. Camille parle dedans beaucoup de sexualité et de masturbation, chose qui est, toutes ces choses qui sont des sujets un peu tabous pour les femmes et autour des femmes. Et bien elle brise un peu les tabous, elle brise même complètement les tabous, et elle y va, elle en parle, et je trouve ça super intéressant. Et je trouve que c'est une entrée en matière sur le féminisme plutôt intéressante. Toujours dans ma phase féministe, j'ai lu What Would Boudica Do? Everyday Problem Solved by History's Most Remarkable Woman
donc par E. Foley et B. Coates. Donc c'est un livre, c'est un essai, enfin c'est une non-fiction dans lequel on va avoir en fait comme ça 50 femmes qui nous sont présentées avec ce qu'elles ont fait dans leur vie, la manière dont elles se sont démarquées et l'impact qu'elles ont eu sur l'histoire. Donc on a vraiment plein de femmes différentes, complètement oubliées par l'histoire en général, hein, puisque je les avais jamais vues dans mes livres d'histoire, autant le dire. Mais les deux autrices justement en ont choisi 50 et elles nous parlent de ce qu'elles ont fait. Mais elles le font de manière en fait à faire un parallèle avec des situations actuelles. Donc elles vont parler d'un problème, d'une situation dans laquelle on peut, nous en tant que femmes, se retrouver aujourd'hui. Donc elles parlent des réseaux sociaux, elles parlent vraiment de tout, mais de choses vraiment d'aujourd'hui, donc pour lesquelles on peut se sentir concerné assez facilement. Et elles nous font un parallèle avec ces personnes en disant bah voilà, telle personne avec son vécu, inspirez-vous de ce qu'elle a fait pour régler vos problèmes et puis pour aller de l'avant. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Déjà j'ai découvert plein de personnalités que je ne connaissais pas et que je trouve vraiment fascinantes. Et en plus c'est vraiment 50 sources d'inspiration en fait au quotidien que je trouve vraiment très très intéressantes et très utiles. Vraiment très utile au quotidien. Voilà, c'est un livre vers lequel je vais revenir chaque fois que j'aurai besoin d'inspiration pour me sentir mieux. J'irai puiser dedans parce que le livre est très bien fait pour ça. Et en plus, il y a des illustrations qui sont plutôt sympathiques. Voilà. Donc, une lecture que j'ai adorée. Et enfin, donc ma dernière lecture, mais pas des moindres, il s'agit de Why I'm No Longer Talking to White People About Race de Rennie Eddo-Lodge. Donc c'est un livre que je trouve extrêmement important. Donc c'est une non-fiction sur le racisme, donc contre le racisme, dans lequel donc Rennie Eddo-Lodge part d'un post qu'elle avait fait sur son blog un jour où elle en a eu marre en fait que de devoir en fait éduquer les blancs, les personnes blanches, de devoir les éduquer, de devoir répondre à des questions qui sont limite racistes tout le temps. Et voilà, en fait, elle expliquait à quel point ça lui pesait, c'était difficile mentalement en fait, puisque ça joue, ça pèse. Et donc c'est parti de ce post, mais le post sur son blog a eu énormément de répercussions et elle a fini par écrire un livre autour du sujet où elle nous parle, alors il y a plusieurs chapitres, donc les différents chapitres qu'on a, donc d'abord c'est Histories, donc elle va nous parler de l'histoire, l'histoire de la Grande-Bretagne, celle que l'on n'étudie pas dans les livres, là-bas non plus, hein. Tout ce qui est colonisation, le rôle qu'ont eu les Anglais dans l'esclavage. Elle parle de tout ça, elle énonce des faits historiques, et donc elle remet un petit peu les choses à plat, elle donne plein d'informations pour redonner un contexte en fait. Ensuite elle parle du système, de la manière dont le système a un impact, dont le système est fondamentalement raciste en fait. Elle explique ce qu'est le privilège blanc, et ça je trouve que c'est le chapitre le plus important à lire. Je pense que tout le monde devrait le lire parce que il y a plein de choses dedans qu'elle explique dont on ne se rend pas forcément compte, et elle le fait sans culpabiliser le lecteur, hein. Vraiment c'est une explication et derrière voilà, vous avez tel privilège, je vous explique ce que c'est, maintenant vous en faites ce que vous voulez, mais vous pouvez en faire quelque chose pour aider les autres et pas uniquement vous sentir coupable, parce que se sentir coupable au final ça fait pas avancer les choses. Donc j'ai trouvé vraiment ce chapitre super intéressant et très très important. Elle parle aussi de la peur d'une planète noire. Je ne connaissais pas ce concept, mais apparemment il est très répandu en Angleterre, c'est le genre de choses que l'on peut vraiment entendre partout. Et donc j'ai beaucoup appris dans ce chapitre-là. Ensuite il y a la question du féminisme, donc avec the white feminism, qui est extrêmement dangereux en fait et qui exclut les personnes noires et qui oublie complètement le fait que les femmes de couleur subissent non seulement le sexisme mais aussi le racisme, et que du coup elles ont double peine et que c'est encore plus dur et qu'elles ont encore plus de choses à gérer, et que du coup leur féminisme forcément ne va pas être le même, ne peut pas être vécu de la même manière, et du coup le fait d'exclure les
les femmes de couleur du féminisme. Enfin pour moi c'est anti-féministe, hein, je suis désolée mais voilà, c'est comme ça. Donc ce chapitre est extrêmement intéressant et extrêmement important. Ensuite elle parle du lien entre la race et la classe. Et le dernier chapitre c'est donc There's no justice, there's just us. Donc voilà, le titre dit tout. Il faut se battre soi-même pour se faire justice, puisqu'il n'y a pas de justice qui soit juste dans le cas des personnes de couleur. Donc vraiment chaque chapitre est extrêmement intéressant et elle donne vraiment des faits, des explications. Elle se base sur des véritables statistiques, sur des événements, sur beaucoup de choses qui font qu'on ne peut pas nier. Et puis c'est vraiment travaillé. Il y a vraiment toutes les informations pour commencer la démarche de se remettre en question ou d'être plus actif et plus réactif dans ce que l'on fait pour lutter contre le racisme. Donc pour moi c'est un livre qu'il faut absolument avoir lu. Il a été traduit en français, il s'appelle Le féminisme est un problème de blanc. Je vous recommande donc vraiment absolument de le lire pour vous éduquer, c'est la base, il faut absolument lire ce livre et d'autres, mais voilà, moi je vous recommande vraiment celui-ci parce que c'est la base pour commencer à s'éduquer et à changer les choses. Je vous en reparlerai très certainement bientôt dans une autre vidéo, voire même dans plusieurs autres vidéos, mais voilà, vous n'avez pas fini de m'entendre parler de ce livre, il est vraiment très important. Donc voilà, on a fait le tour de mes lectures du mois de juin, donc 15 lectures. Bon, il y en a certains c'était des BD, donc ça allait plutôt vite, mais vraiment, je suis désolée pour le bruit des travaux hein, là-haut, c'est tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Donc je disais, voilà pour mes lectures de ce mois-ci, que des lectures que j'ai vraiment beaucoup aimées, que j'ai trouvées extrêmement intéressantes. Beaucoup de lectures éducatives entre guillemets sur le racisme et le féminisme, mais voilà, je trouve que ce sont des lectures vraiment indispensables à faire. Et en plus, ça se lit facilement, ça se lit vite, et c'est agréable de se dire que on s'éduque et on apprend. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres ou si l'un d'entre eux vous fait envie. Venez en parler avec moi, ça me fera vraiment plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.